Le but de cette loi, c'est de protéger le consommateur face à des contenus qui font la promotion, directement ou indirectement, d'un bien ou d'un service. Je m'appelle Laurent Carrier, je suis avocat au barreau de Paris, je suis associé au sein du cabinet DDG depuis une vingtaine d'années. Le cabinet DDG est très présent dans les secteurs de l'entertainment, de la publicité, du luxe et des médias. Et en ce qui me concerne, je travaille depuis 2019 beaucoup sur la question de l'influence. J'ai notamment écrit en 2019 un des premiers articles sur cette question qui commençait à apparaître dans le monde des juristes. Et très récemment, dans le numéro Légipresse du mois de septembre 2023, je viens de publier un article qui s'appelle « L'influenceur et son influence commerciale depuis la loi du 9 juin 2023 ». Donc sur ces questions, nous sommes souvent interrogés par des annonceurs dans différents secteurs, que ce soit les secteurs du luxe, le secteur de la cosmétique, mais aussi par des agences de publicité qui elles-mêmes sont mandatées par ces annonceurs pour la structuration des contrats, pour l'application de la législation, pour l'application des secteurs réglementés. Alors l'influence, c'est le fait d'influer. Et influer, c'est l'action d'une personne en fait sur une autre personne. C'est par exemple l'influence de l'enseignant sur ses élèves, c'est l'influence de l'homme politique ou de la femme politique sur ses électeurs, c'est l'influence du journaliste sur ses lecteurs, c'est l'influence du chef religieux sur sa communauté de fidèles, mais c'est aussi l'influence de l'annonceur sur les consommateurs. Donc on le voit, l'influence est à la fois du côté de la pensée, du côté des convictions, des opinions, des idées, des informations. Et comme telle, elle est garantie par la Convention européenne des droits de l'homme et par donc la liberté de penser. Mais l'influence est aussi du côté de l'expression, de la communication des idées, de la communication des informations et plus généralement de toutes les formes d'expression. Et comme telle, eh bien, elle est du côté de la liberté d'expression qui elle-même est garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'influence, c'est à la fois de la pensée et de l'expression. C'est une parole, en fait, qui intentionnellement, volontairement ou réellement va produire des effets sur la personne qui l'entend, et pour la conduire ou l'amener à agir ou à penser d'une certaine manière. Donc on le voit, l'influence, c'est du pouvoir, c'est le pouvoir de la parole en ce qu'elle peut convaincre ou persuader une personne. Et comme tous les pouvoirs, eh bien, il ne faut pas en abuser. Alors on voit, la question de l'influence, elle touche à la liberté d'expression. C'est une question extrêmement sensible, bien sûr, en démocratie. Elle pose la question de savoir qu'est-ce que la liberté d'expression, mais aussi des limites de la liberté d'expression. L'influence dont il est question dans la loi, c'est l'influence en tant qu'elle fait l'objet d'un commerce, ou pour le dire autrement, qu'elle fait l'objet d'un contrat. Alors l'influence est déjà dans notre droit, et elle fait déjà l'objet d'un commerce. Je pense notamment à la loi du 9 décembre 2016, sur la transparence et la lutte contre la corruption dans la vie économique, qui a défini ce qu'on appelle les représentants d'intérêt et qui est plus communément connu sous le nom de lobbyiste. Or, le lobbyiste est justement une personne dont l'activité consiste à influer, dit le texte, sur la décision publique. Donc on le voit au travers de cette loi, l'influence fait déjà l'objet d'un commerce qui est lui-même réglementé. Alors dans le cadre de la loi sur l'influence commerciale, ce commerce est un peu différent puisqu'il s'agit de venir réguler la liberté d'expression, la parole, en tant qu'elle est mise au service de la promotion d'un bien, d'un service ou, nous dit le texte, d'une cause quelconque. Alors, la loi sur l'influence commerciale, en fait, comporte deux titres. Un titre qui est relatif à la définition de l'activité commerciale et aux différents droits et obligations de l'influence en matière d'influence commerciale, et un deuxième titre qui est consacré à la régulation sur les plateformes en ligne
des contenus à caractère commercial, et notamment, plus particulièrement, des contenus qui seraient illicites au regard de cette loi. Bien sûr, l'article le plus important de la loi, c'est l'article 1er, qui est la pierre angulaire en fait, de l'article, qui va définir le champ matériel de cette loi en définissant l'influence commerciale. Alors il faut bien comprendre que le but du législateur n'est pas de définir l'influenceur en général, mais de définir l'influence commerciale en particulier. Le but de la loi n'est pas de définir un statut de l'influenceur, mais venir réguler les contenus à caractère commerciaux ou à caractère publicitaire. Et il faut bien comprendre pourquoi. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est qu'effectivement, le but de cette loi, c'est de protéger le consommateur face à des contenus qui font la promotion, directement ou indirectement, d'un bien ou d'un service. Donc le but de la loi est de protéger le consommateur et pas de protéger le citoyen face à tous les propos, tous les contenus qui sont publiés par les influenceurs en général. La deuxième raison, c'est que l'activité par nature de l'influenceur consiste à alterner des contenus libres, spontanés, sur des sujets les plus divers, sans la moindre contrepartie, avec des contenus commerciaux, moyennant contrepartie, et qui portent sur des biens ou des services. Et donc la loi ne peut bien évidemment pas réglementer ou venir régir toute l'activité de l'influenceur, parce que pour constituer sa communauté, l'influenceur a besoin justement de publier des contenus qui sont libres et qui ne peuvent pas tomber sous le coup de la loi, sauf à venir limiter la liberté d'expression, mais qui ne serait tout simplement pas possible. Donc en réalité, effectivement, le législateur s'est contenté de venir définir ce qu'on entend par l'influence commerciale, c'est-à-dire ce moment où l'influenceur, qui a constitué, développé sa communauté, qui s'est exprimé sur des sujets les plus divers et le plus librement possible, eh bien, vient mettre sa parole au service d'un annonceur pour faire la promotion d'un bien ou d'un service. Donc le législateur s'est attaché à définir l'influence commerciale. Mais pour définir l'influence commerciale, il faut quand même définir quelles sont les personnes qui sont quand même malgré tout visées. Alors on n'emploie pas le terme influenceur, mais de la manière la plus générale, on vient dire que les personnes qui sont visées par ce texte sont des personnes physiques ou des personnes morales. Alors les personnes physiques, on comprend bien, c'est l'évidence. Les personnes morales, c'est pour tout simplement prendre en considération le fait qu'aujourd'hui, pour les influenceurs les plus professionnalisés, le plus souvent, ils sont constitués sous forme de sociétés commerciales et parfois même ont plusieurs sociétés commerciales. Donc ça vise, de manière générale, les personnes physiques ou les personnes morales. Mais pas n'importe quelle personne physique ou n'importe quelle personne morale. Il s'agit des personnes physiques ou des personnes morales qui mobilisent leur notoriété auprès de leur audience. Alors ce mot de notoriété, il a fait couler beaucoup d'encre, et en tout cas parce qu'effectivement c'est une notion qui est très difficile à saisir et que certains qualifient d'extrêmement floue. Parce qu'effectivement, si on veut qualifier l'influence commerciale en visant uniquement les personnes qu'une notoriété, ça veut dire qu'il va falloir déterminer ce qu'est une notoriété. Or évidemment, le texte ne définit pas la notoriété. Pas plus qu'il va de définir précisément ce qu'est l'audience dont il est question. La notoriété, ce qu'on comprend, c'est qu'évidemment, le contrat d'influence commerciale n'est pas un contrat qui porte sur l'image de l'influenceur, comme est le contrat de mannequin. C'est-à-dire qu'il ne porte pas sur l'image de la personne et plus strictement encore sur l'image de son corps. Donc ce n'est pas un contrat de mannequin. C'est un contrat qui porte sur sa notoriété. Alors sa notoriété, c'est quoi ? Bien, la notoriété, c'est un ensemble de déterminations, le nom, le prénom, la biographie, la signature d'une personne, auxquelles on ne peut pas, bien sûr, qu'on ne peut pas réduire à ces seules déterminations, mais qui a une valeur économique. Et donc c'est cette notoriété qui est au cœur du contrat, et cette notoriété, elle est mobilisée auprès d'une audience. Alors bien sûr, se pose la question, quel seuil d'audience il faut avoir pour être considéré comme un influenceur mobilisant sa notoriété dans le cadre d'une influence commerciale. Alors là-dessus, il est difficile de définir un seuil. La loi, bien sûr, se garde bien de le faire. Elle ne l'a d'ailleurs pas fait. La Commission européenne estime pour sa part qu'il faudrait que l'influenceur en question ait une audience
un peu supérieur à la moyenne, mais sauf que personne ne nous dit ce qu'est être supérieur à la moyenne, et puis on voit difficilement comment on pourrait faire une moyenne de l'influence. En fait, bon, c'est une notoriété auprès d'une audience, mais c'est une audience dont on peut considérer qu'elle est relative, qu'elle existe. À partir du moment où j'ai une communauté, j'ai une audience, si modeste soit-elle. C'est d'ailleurs vrai pour ce qu'on appelle les nano-influenceurs qui parfois ont simplement quelques milliers d'abonnés. Mais il faut admettre qu'on a une notoriété, on mobilise une notoriété, on mobilise une audience à partir du moment où on va avoir un annonceur qui va tout simplement vous payer pour cela. Donc on peut raisonner, comme le propose le professeur Grégoire Loiseau, de dire que, au fond, la notoriété, elle est très difficile à mesurer. On n'a pas véritablement l'instrument de mesure pour dire à partir de quand il y a audience ou il n'y a pas audience, mais on peut considérer qu'à partir du moment où un annonceur va verser une somme, ou va verser une contrepartie, quelle que soit sa forme, à une personne présente sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle va considérer qu'elle a une notoriété suffisante pour être considérée comme un influenceur au sens de la loi sur l'influence commerciale. Ce sont des contenus qui sont diffusés par voie électronique. Alors la notion de contenu communiqué par voie électronique nous amène forcément à la loi de 1986 sur la liberté de communication. Et on sait que la notion de communication par voie électronique, c'est une notion extrêmement large puisque ça la vise les signes, les signaux, les écrits, les sons, les images, les messages, à l'exception des correspondances privées. Donc on le voit, les contenus qui sont visés sont ceux qui sont publiés par voie électronique, ce qui est un champ extrêmement large et beaucoup plus large que les réseaux sociaux qui figurent dans le titre de la loi, qui est beaucoup plus large même que les plateformes de partage de vidéos, qui est beaucoup plus large que les plateformes en ligne, parce qu'ils visent, je dirais tendanciellement, aussi par exemple les services de télévision. Donc ce sont les contenus qui sont communiqués par voie électronique. Des contenus communiqués par voie électronique à titre onéreux. Alors ça aussi, cet aspect-là a donné lieu à des débats assez intenses à l'Assemblée nationale, parce qu'effectivement, la question était de savoir comment on caractérise le caractère onéreux. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, il y a deux grands types d'influence. Il y a l'influence qui est assez normée, qui donne lieu souvent à un contrat, pour laquelle, en général, l'influenceur va être payé. Et là, il n'y a pas de discussion sur le fait qu'on est bien sur un contrat à titre onéreux. Mais il y a une pratique très importante, très massive, qui consiste à adresser, envoyer, faire cadeau d'un certain nombre de biens, de produits ou de services à des influenceurs qui ont été identifiés par les annonceurs, et se pose du coup la question de savoir à partir de quand on va considérer que l'envoi d'un cadeau à un influenceur, qui lui-même va en parler sur son compte sur ses comptes de réseaux sociaux, se trouve en fait dans une relation à titre onéreux avec l'annonceur, dès lors que celui-ci ne lui a pas formellement demandé de publier un contenu, qui ne lui demande pas, qui lui fait simplement un cadeau, mais qui, dans une logique don contre don, attend très probablement qu'effectivement l'influenceur publie un contenu. Or ça, c'est une pratique très massive, c'est une pratique que bien évidemment le législateur voulait faire entrer dans la loi sur l'influence commerciale, d'où l'emploi de ce terme « à titre onéreux ». Alors la notion d'à titre onéreux, elle nous renvoie à l'article 1107 du Code civil, et on considère qu'un contrat est à titre onéreux lorsque je reçois un avantage en contrepartie d'un avantage que je procure. Donc ça vient absolument très vite. Surtout qu'on nous dit, par ailleurs, toujours dans le même article, qu'un contrat est à titre gratuit lorsque je procure un avantage sans recevoir ni attendre un avantage en contrepartie ou la moindre contrepartie. Or là, typiquement, dans cette pratique qu'on appelle le gifting, qui consiste à faire un cadeau, on voit bien qu'en général, l'annonceur, lorsqu'il va envoyer un cadeau à un certain nombre d'influenceurs qu'il a identifiés sur les réseaux sociaux, il est clairement dans l'attente de quelque chose, même si la personne ne s'est pas engagée à le faire. Donc ce qui fait que le gifting entre du coup dans le champ d'application en fait, de la loi sur l'influence commerciale. Donc nous avons vu que l'influence commerciale vise les personnes physiques ou morales,
qui mobilisent leur notoriété auprès de leur audience, en publiant un contenu par voie électronique, à titre onéreux, et maintenant se pose la question, quels contenus sont visés? Qu'est-ce que contient le contenu visé par la loi sur l'influence commerciale? Eh bien, les contenus, c'est un contenu qui doit faire la promotion, nous dit la loi, d'un bien, d'un service ou d'une cause quelconque. La notion de promotion d'un bien ou de service ou d'une cause quelconque nous rappelle la définition du mannequin posée par le législateur en 1990, puisqu'effectivement, le mannequin, lui, vend son image, l'image de son corps, l'image de sa personne, pour faire, nous dit la loi, la promotion d'un bien, d'un service ou d'un message publicitaire. Donc on voit qu'il y a une très grande proximité entre la définition de la promotion au sens de l'influence commerciale et la définition de la commercialisation de l'image au sens de la loi de 90 sur les mannequins. Pour autant, les champs d'application sont supposés être bien distincts. Alors se pose bien évidemment la question de savoir comment s'articule la loi de 1990 avec la loi sur l'influence commerciale. Le législateur n'en dit rien. On peut raisonnablement penser que la loi sur l'influence commerciale chasse la loi de 1990 dès lors que l'influenceur va lui-même réaliser son contenu, lui-même se filmer avec ses propres moyens. Mais il est évident aussi que dans certaines opérations d'influence commerciale, où l'annonceur, par exemple, va organiser un shooting destiné à recueillir ou à capter une image qui elle-même va être utilisée dans un contenu par l'influenceur, et dans ce cas, il peut y avoir la coexistence des deux régimes. Alors un bien ou un service, on voit très bien ce que c'est, la promotion d'un bien ou d'un service. On est typiquement dans la définition de la publicité, mais en revanche, on est surpris de l'ajout de ce terme d'une cause quelconque. On comprend bien l'objectif du législateur. L'objectif du législateur, c'est de faire en sorte de couvrir le plus largement, je dirais, toutes les formes, même les plus diffuses, dit le législateur, d'influence. Et donc, d'où l'emploi de ce terme un peu générique, un peu attrape-tout, une cause quelconque. Sauf que la notion de cause quelconque nous emmène très très loin, parce que ça veut dire, ça inclut par exemple la cause politique, ça inclut la cause syndicale, ça inclut les causes religieuses, ça inclut en fait toutes les causes, et ça touche du coup inévitablement à des formes de liberté d'expression qui devraient rester hors du champ de la loi sur l'influence commerciale. Et on voit bien, je suis un homme politique, je suis invité à Moscou par Vladimir Poutine, qui me loge dans un très bel hôtel, qui me paie mon voyage. Je reviens et parle sur les réseaux sociaux en disant à quel point M. Vladimir Poutine n'est pas celui qu'on croit. Suis-je ou pas dans l'influence commerciale? Si j'en prends la définition, la réponse est oui. J'ai eu une contrepartie, j'ai été invité, je fais la promotion d'une cause quelconque, en l'occurrence une cause politique. Donc on voit bien que le législateur, en voulant inclure dans l'influence commerciale, en voulant inclure toutes les formes, même les plus diffuses de l'influence commerciale, a très largement débordé l'influence commerciale au sens strict, c'est-à-dire la promotion d'un bien ou d'un service, pour y inclure des causes qui sont parfaitement étrangères, ce qui du coup pose un problème des limites de cette loi, dont il faut rappeler qu'elle est sanctionnée, dont certaines dispositions sont sanctionnées pénalement, ce qui pose le problème tout simplement de sa constitutionnalité, de son intelligibilité, de sa clarté, et même du problème de la légalité des délits et peines qui sont liés, je dirais, à l'application de cette loi. Mais on voit aussi, pour reprendre l'exemple tout à l'heure de la loi du 9 décembre 2016 sur la transparence et la lutte contre la corruption dans la vie économique, que cette loi sur l'influence commerciale va déborder sur l'activité de représentants d'intérêt, sur l'activité de lobbyistes, dont on a dit que son activité consiste à influer sur la décision publique et à mettre en œuvre tout un tas de moyens qui peuvent passer, bien sûr, par la diffusion de contenu par voie électronique. Donc on le voit qu'il y a des effets de frontières qui n'ont pas du tout été appréhendés par le législateur, mais qui se posent véritablement dans cette loi et qui justifient peut-être, en tout cas la lettre qualifiée d'incendiaire de Thierry Breton il y a quelques jours, à l'égard de l'État français, concernant sur la loi sur l'influence commerciale, qui fait dire à certains commentateurs qu'elle pourrait même être abrogée.